Donc revenons sur la manipulation des enfants. Alors là, dans le cadre de conflits, par exemple, entre les parents, de conflits conjugaux, de séparation, donc amenant à une rupture du lien, est-ce qu'on pourrait utiliser la loi sur les violences morales dans ces cas-là? Alors c'est une question très complexe que vous soulevez parce que avant de se demander si la notion de violence morale pourrait s'appliquer à des enfants qui seraient en quelque sorte tirés à huée et à dia par des parents séparés, il faut d'abord maîtriser la notion même de violence morale, et ce n'est pas si facile que cela, parce que les violences morales sont évidemment une catégorie d'un genre plus large qui est celui des violences, et on a en droit français une conception de la violence qui traditionnellement a toujours été assez extensive. Si vous demandez à un homme de la rue ce que c'est qu'une violence, il va vous dire ben, c'est pas compliqué, c'est quelqu'un qui tape sur un autre. Et c'est vrai, les violences, au sens juridique du terme, ce sont entre autres ce type de situations, c'est-à-dire des situations dans lesquelles on a d'un côté un comportement qui est physique, frapper, c'est un coup, et de l'autre un résultat qui est physique. Si je vous frappe, vous allez avoir une ecchymose, vous allez avoir une fracture. Donc, comportement physique, résultat physique. Mais la jurisprudence a assez vite admis, et le législateur aussi, qu'il pouvait y avoir violence dans l'hypothèse où le résultat des violences n'est pas physique. Par exemple, un comportement physique intrinsèquement violent, mais qui ne cause aucune lésion corporelle. Exemple, vous faites feu sur une personne et vous la ratez. Il n'y a donc aucune conséquence physique. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas d'incapacité de travail, il n'y a pas de fracture, il n'y a rien. Mais évidemment, la victime a eu la peur de sa vie. Eh bien, la jurisprudence considère qu'il y a là des violences parce que cette peur, cette frayeur, constitue, selon les termes même de la Cour de cassation, un choc émotif. Et ce choc émotif permet de retenir des violences. En sorte qu'il y a déjà là un élargissement de la notion, parce que vous avez bien un comportement qui est physique, mais vous avez un résultat qui ne l'est plus. Ce choc émotif, c'est plutôt un phénomène psychologique. Et puis, intervient récemment une loi qui précise que les violences peuvent s'entendre de violences morales. Et je pense que cette fois-ci, c'est un élargissement supplémentaire, parce que nous allons avoir des violences qui n'ont plus rien de physique, ni en ce qui concerne le comportement, ni en ce qui concerne les conséquences. Je pense que par les violences morales, on va pouvoir viser ce que j'appellerais tous les tyrans qui peuplent cette terre, les tyrans domestiques, le mari qui humilie sa femme quotidiennement, qui la couvre d'injures, qui fait régner une ambiance insupportable. Il ne la frappe pas, certes. Ou la femme d'ailleurs. Ou la femme éventuellement, oui. Je suis sexiste dans mes propos. Oui, ou la femme qui humilie son mari, qui le terrorise, qui le rabroue à longueur de journée, au point que la victime va finir par être dans un constant état dépressif, par exemple. Eh bien, nous aurons là, éventuellement, il faut attendre de savoir comment la jurisprudence interprétera la notion, mais je pense qu'on pourrait y voir des violences morales, s'agissant d'un comportement qui n'a rien d'une agression physique, c'est simplement une ambiance irrespirable qu'on fait régner dans un certain endroit. Ça n'a rien de physique, et les répercussions elles-mêmes ne sont pas physiques. C'est un état dépressif, c'est des choses de ce genre. Alors je pense à des tyrans domestiques, je pense à des employeurs tyranniques qui font régner une ambiance irrespirable dans un atelier. Voilà, dans toutes ces situations, me semble-t-il, on pourrait utiliser la notion de violence morale. Et par conséquent, dans l'hypothèse que vous évoquez, celle d'une rupture entre des parents, mariés ou pas d'ailleurs, et d'un enfant dont un des parents va se servir comme d'une arme à l'égard de l'autre, des études semblent montrer que cela a sur l'enfant des répercussions qui peuvent être dramatiques, peut-être même irréversibles, et on pourrait éventuellement alors considérer que cette pression constante exercée sur l'enfant, ce dénigrement qu'on lui inflige de son propre père ou de sa propre mère. Alors, conscient ou inconscient, hein, d'après les praticiens. Éventuellement. Conscient ou inconscient. Alors, si c'était inconscient, là, on ne pourrait pas retenir la qualification de violence morale, parce que les violences morales, quelle que soit l'extension qu'on leur donne, supposeront toujours un comportement intentionnellement nuisible pour la victime. Donc, si nous avions affaire à une femme divorcée qui inconsciemment se servirait de son enfant
contre son ex-mari, dès l'instant que le comportement ne serait pas délibéré, ne serait pas intentionnellement agressif à l'encontre de l'enfant, là je doute que l'on puisse retenir la qualification de violence. Alors ça pose le problème de la preuve quand même. Alors, ça pose le problème de la preuve parce que même si un expert par exemple est désigné, atteste que l'enfant effectivement a une certaine forme de déstructuration de la personnalité, souffre de troubles importants, il faudra encore établir que c'est bien là le résultat des manœuvres ou des pratiques de la mère. Et on appelle ça dans notre jargon un lien de causalité. Et ce lien de causalité, je ne suis pas certain que l'expert pourra l'établir. Il pourra constater un état, mais dire quelle en est la cause, ça risque d'être beaucoup plus délicat. Oui. Et oui, il ne faudrait-il pas plusieurs expertises d'ailleurs, donc ce qui serait quasi impossible. Il est possible qu'on demande par exemple un supplément d'expertise, un complément d'expertise, une contre-expertise, mais les mauvaises langues disent que le plus sûr moyen d'avoir plusieurs avis, c'est de désigner plusieurs experts parce qu'ils sont rarement d'accord. Alors, quand on n'intervient pas comme ça, quand un enfant peut être en danger du fait de la captation par un de ses parents et sa déstabilisation, est-ce que ce n'est pas aussi une non-assistance à enfant en danger? On pourrait envisager de faire appel à des qualifications de droit pénal assez banales. On pourrait y voir éventuellement une infraction de refus de soins si l'enfant est dans une situation alarmante et que son parent, celui qui en a la garde, ne réagit pas. Ça pourrait être un refus de soins à un enfant. Ce pourrait être, s'agissant de tiers, qui seraient témoins de cette situation, un voisin par exemple, qui constaterait que l'enfant est dans un état alarmant et qui s'abstiendrait d'intervenir. Ça pourrait être un refus d'assistance, ça pourrait être aussi une infraction particulière qui consiste à ne pas dénoncer des crimes ou des délits contre l'intégrité corporelle lorsqu'on en a connaissance, et spécialement lorsque ce sont des victimes vulnérables, et l'enfant en est une, des victimes vulnérables qui en sont l'objet. Donc oui, il y a toute une série de qualifications pénales qui pourraient répondre, dans une mesure variable, à la situation de détresse d'un enfant. D'après vous, quels seraient les meilleurs outils à utiliser justement pour intervenir dans le cas de manipulation d'enfants et quand les affaires se retrouvent devant un magistrat, quel qu'il soit? Juge d'affaires familiales ou juge des enfants voilà. Je ne suis pas sûr que la réponse puisse se trouver dans un texte, par exemple. On est à une époque où dès qu'un problème de société apparaît, on veut une loi, un fait divers, une loi, qui d'ailleurs a oublié qu'il en existe déjà qui se consacre à cette même difficulté qu'on n'applique pas. Moi j'aurais tendance à faire confiance aux juges. Je suis républicain, ils rendent la justice au nom du peuple français, et donc je fais confiance aux juges. Je pense qu'ils sont très attentifs à ce type de problème. Alors ensuite, savoir s'ils y répondent toujours de manière adaptée, peut-être que non. Je dirais même sans doute non, parce qu'ils sont des hommes, ils sont faillibles comme les autres. Et de ce point de vue-là, les voies de recours dont je parlais tout à l'heure sont une garantie. L'un peut se tromper, mais le suivant peut éventuellement racheter cette erreur. Et je ferai donc confiance à leur expérience, à leur sagesse, à leur prudence, en l'état des textes tels qu'ils existent, savoir apprécier où est l'intérêt de l'enfant, à quels parents il vaut mieux confier l'enfant, comment on doit organiser les rencontres entre cet enfant et chacun de ses géniteurs, l'exercice des droits de visite. Il y a là toute une série d'instruments qui existent et c'est à eux de les utiliser au mieux. Et par conséquent, moi je me garderais bien de proposer une recette miracle, je ne sais laquelle, et de quelque nature que ce soit. Il y a une chose dont je suis à peu près certain en revanche, c'est que ceux qui pensent que ces problèmes sont simples, ceux qui estiment qu'il n'y a qu'à, ceux-là ont tort. Merci, monsieur le professeur, merci.